L'Afrique, terre d'islam, du 7e au 15e siècle. L'intégration de l'islam en Afrique du Nord débute en 641. Amir ibn Alas, un proche de Mahomet, conquiert l'Égypte, soumet les Coptes et fonde la première mosquée d'Afrique du Nord. Du coup, les églises de Nubie, d'Éthiopie, doivent passer par les autorités islamiques pour joindre le patriarche d'Alexandrie. De 656 à 661 se produit la première fitna, ou grande discorde, qui oppose le cousin de Mahomet, Ali ibn Abi Talib, à Muawiyah, qui gouverne la Syrie et refuse de lui prêter allégeance. Après l'assassinat d'Ali en 661, Muawiyah est finalement acclamé calife et il fonde la dynastie des Omeyyades. Le conflit entraîne aussi une division religieuse entre le mouvement chiite et le mouvement kharijite, qu'on peut traduire par dissident, qui connaît ensuite un grand succès parmi les berbères d'Afrique du Nord. L'arabe se répand alors en Égypte au détriment du copte et du grec, ainsi qu'au Maghreb, mais plus lentement. L'islam est une économie monde qui met en relation des centres urbains isolés par d'immenses espaces grâce à l'importation de matières premières recherchées, l'or qui vient des pistes du Sahara occidental, l'ivoire, les bois précieux, les esclaves. À ce propos, on peut noter qu'au IXe siècle, le traité des titres de gloire des Noirs sur les Blancs d'Al-Jahiz joue avec les clichés sur les esclaves pour mieux les retourner, alors que se développe la traite islamique. Un ensemble d'itinéraires relie les rivages africains, et on entend par rivage africain le Sahel, c'est-à-dire les bandes de terre méridionales du désert du Sahara ou entre le golfe Persique et la côte orientale de l'Afrique. Avec l'essor des échanges, on observe une recomposition des réseaux urbains au nord de l'Afrique avec la renaissance de villes antiques, de Tripoli en Libye, l'éclosion de villes nouvelles, telles Rabat au Maroc, et l'apparition de villes-camps pour les conquérants comme Kérouan, dont la mosquée va devenir le principal centre d'enseignement de l'islam sunnite en Afrique du Nord. Des cités princières sont également bâties, telles Fès ou Marrakech au Maroc. Troisième point, les révoltes berbères. Les berbères se sont convertis à l'islam et participent même aux conquêtes, notamment en Espagne musulmane, c'est-à-dire dans l'Al-Andalouse. Mais ils subissent la domination politique et administrative des Arabes, avec notamment des impôts jugés injustes. Le courant kharijite leur permet d'exprimer leur autonomie en affirmant que tout musulman pieux peut diriger sa communauté, indépendamment de son origine ethnique ou tribale. Ils tirent également profit de l'essor du commerce transsaharien de l'or et des esclaves, et de petits émirats éloignés des centres de pouvoir se mettent en place. Du coup, les Berbères participent aux recompositions politiques et aux changements dynastiques de l'Empire. De 740 à 742 se produit une grande révolte des Berbères contre les gouverneurs arabes qui fragilisent le pouvoir omeyyade en Afrique du Nord. Et en 750, la dynastie omeyyade de Damas est remplacée par la dynastie abbasside à Bagdad qui profite des désordres politiques. Al-Andalus, la péninsule ibérique, échappe cependant à leur emprise, puisqu'un réfugié issu des Omeyyades, Abd al-Rahman Ier, parvient à en prendre le contrôle. Et plus de 150 ans plus tard, en 909, un prédicateur chiite, Abu Abdallah al-Shi'i, s'empare de Kérouan avec l'appui de Berbères et place à la tête du califat une nouvelle dynastie, les Fatimides. Cinquième point, la centralité égyptienne. Au Xe siècle, les califes fatimides conquièrent l'Égypte et fondent le Caire. L'Égypte va alors jouer un rôle central en Afrique du Nord. L'Empire fatimide tire parti de sa richesse agricole, de sa situation clé pour se rendre en Terre Sainte, de sa maîtrise du Proche-Orient, qui assure son rayonnement impérial. On assiste alors à une arabisation du Maghreb avec l'installation de tribus arabes, nomades ou sédentaires. Cependant, au XIIe siècle, la dynastie décline et les Mamelouks, une élite militaire de cavaliers turcs d'origine servile, le mot Mamelouk peut être traduit par esclave, donc les Mamelouks parviennent à s'emparer du pouvoir par un coup d'État et à gouverner sous le nom de sultan. En 1260, leur victoire sur les Mongols leur apporte le contrôle de la Syrie et la protection du pèlerinage vers la Mecque. Les pèlerins d'Afrique se rassemblent alors au Caire. Avec 300 000 habitants, elle est la plus grande ville d'Afrique au milieu du XIVe siècle, un centre commercial, du commerce d'esclaves en particulier, et une capitale intellectuelle de l'islam sunnite avec le rayonnement au XVe siècle de la mosquée d'Al-Azhar.
Dans le Maghreb, au milieu du XIe siècle, les Almoravides, issus du Sahara occidental, créent le premier empire berbère. En 1070, ils fondent leur capitale Marrakech. Et en 1086, la victoire de Zalaca sur les Castillans leur permet d'annexer les principautés d'Al-Andalus. Ils ont la maîtrise des pistes sahariennes et en 1076-77, ils soumettent le Ghana et ils diffusent l'islam au Bilad al-Soudan, c'est-à-dire au pays des Noirs, par l'intermédiaire des marchands. À partir de 1120, les Almoravides sont contestés par un nouveau mouvement réformateur, porté par les Almohades, des Berbères venus de Masmouda, dans l'Atlas. En 1147, Abd al-Moumin s'empare de Marrakech et soumet les cités d'Al-Andalus. Les Almohades défendent une doctrine religieuse plus rigoriste et imposent une forte uniformisation religieuse. Le Coran est traduit en langue berbère, qui devient la langue de prédication de l'islam. Les Almohades restiennent aussi fortement l'application de la Dima, le pacte de protection de la loi islamique traditionnelle qui autorisait les non-musulmans à pratiquer leur religion en échange d'un impôt. Et les chrétiens et les juifs sont du coup contraints à la conversion ou à l'exil.